Et bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle année. Je suis toujours le Doc et je suis aujourd'hui accompagné par mon camarade Néo. Salut Néo. Et bonjour tout le monde, et oui effectivement j'avais même pas calculé, mais oui c'est la nouvelle année déjà. Eh bah oui, nouvelle année, nouvelle 2023. résolution, moi je passe en 4K, hein, je te le dis tout de suite. Donc, Ouais bah oui. ouais. Ben voilà. Non, donc mais voilà. voilà, J'ai rien à rajouter merde, là-dessus, hein. on change pas une équipe qui gagne. Mais nouvelle résolution veut dire aussi nouveauté dans CGY, puisque on va commencer un petit peu à dériver, pas trop loin quand même de la CG, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit peu de jeux vidéo. Ouais, c'était une envie que j'avais depuis un bon moment, parce que moi pour rien de cacher, j'ai l'occasion de travailler sur un jeu en ce moment, et du coup je me suis dit c'est super cool, ça fait longtemps qu'on en en parlait, hein, on avait des noms à chaque fois qui revenaient, genre Eric Chahi et tout ça, etc. Et on s'est dit faire un peu voir la partie JV de tous nos métiers là, de toute la chaîne qu'on a faite, ça serait super cool, comprendre aussi pourquoi. Est-ce que les deux milieux sont pas si poreux que ça, alors que de l'extérieur on pourrait dire c'est les mêmes tafs, pourquoi est-ce que Ils sont pas si hermétiques, tu veux dire? Oui, sont poreux. oui, justement. Non, ils sont. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez compris. Ça commence bien, ça savonne. Bref, on voulait faire une série sur le jeu vidéo et on commence aujourd'hui avec un invité Que je te laisse présenter. de marque, Anthony Simon. Salut tout le monde. Enchanté. Bienvenue dans CGY. Merci. Alors, avant de te connaître un peu plus, la petite page, comme d'habitude, la petite page promo. Ouais. J'y vais direct. Avec les Patreon. Allez, go, let's go. Donc voilà, tout comme d'habitude depuis maintenant près de, 2-3 ans, un truc comme ça. 2 ans et demi. Ouais, vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour $1, $3 ou $5 par émission. Ouais, sachant qu'on a une émission par mois à peu près, ça fait à peu près par mois. Ça dépend. Sauf là, on n'était pas régulier par exemple en décembre. Décembre, Voilà. on a piétiné. Et du coup, ça vous permet d'avoir des petits goodies, d'avoir les émissions en avance. Et aussi d'avoir un petit bonus, puisque là, ça y est, on va se lancer justement là-dedans. Nouveauté, tu disais le doc, on a décidé de prolonger un peu le plaisir. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Enfin, vous verrez ça. Si vous êtes patriote. Les patriotes-bipèdes verront évidemment. Donc, rassurez-vous, ceux qui ne sont pas patriotes, vous ne raterez rien de dramatique. ça. Mais il y aura des petits bonus un peu plus rigolos. Voilà. $1, $3, $5, et puis évidemment il y a toujours le reste, hein, le spreadshirt, les dons, blablabli. Voilà. Et voilà. Et surtout, la chose qui nous aide le plus pour nous soutenir, en plus des sous, mais ça, voilà, c'est en plus. Par exemple, alors, pour être transparent avec vous, l'argent qu'on a déjà récolté va nous permettre d'investir dans une grosse valise pour pouvoir mettre tout le matos et aller faire des interviews ailleurs, comme on avait fait l'année dernière, et là on prévoit un petit voyage à Paris pour aller faire plein d'interviews qui vont être topissimes. Ouais, grave. Je ne vous dis que ça. Par exemple, un studio qui va fêter ses, je sais plus combien, 40 ans je crois, un truc comme ça. Ouais, avec 3 lettres. Voilà, avec 3 lettres. Bref. Ouais, c'est presque ça. C'est presque pas loin. bref, mais c'est pas... c'est pas ça. C'est bof. Non, je sais plus. Bref, bon. Presque. Voilà, donc ça nous sert à ça nous sert pas à rien à nous payer du tout. On se paye pas du tout là-dessus, hein, qu'on soit bien clair. Et puis. Mais qu'est-ce qui nous aide plus? Parce alors, que là-bas, qu'est-ce qui nous aide le plus? Parce que bien évidemment, j'étais parti totalement dans les graviers. Qu'est-ce qui nous aide le plus? C'est de parler de nous autour de vous. Si vous nous écoutez, si vous êtes dans un studio, dans une école ou quoi, dites j'écoute CGY, c'est cool, c'est top, j'adore. Parlez-en autour de vous pour avoir le plus d'auditeurs possible et faire partager votre passion, enfin notre passion, votre passion de métier, etc. Et puis voilà. Et bien évidemment les commentaires sur Apple Podcast, etc. Les étoiles, les licornes et les autres arcs-en-ciel qu'il y a, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de remonter aussi dans les tops, dans les charts, comme on disait dans les années 90. Et puis pareil, de répandre la bonne parole. Voilà, donc j'ai fini mon petit laïus. Quoi d'autre Toute dernière chose, c'est que arrive avec ce podcast un sondage, une sorte de FAQ, si on pourrait dire, sur le site et sur Instagram, qui vous permet de nous répondre en fait à des questions hyper simples. C'est juste pour savoir un peu dans quel axe on doit orienter
Ouais. le podcast sur cette nouvelle année, cette nouvelle lancée. Donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes, vraiment c'est con, hein, c'est des cases à cocher oui, non, j'aime pas, voilà. Sur le site, sur CGY et sur Instagram. Et sur Voilà. Instagram aussi, mais surtout sur le site on va laisser ça tout le mois de janvier, Ouais. et puis on fera le tri à la fin du mois de janvier. Bien évidemment, vous pouvez répondre après, mais on aimerait bien que le plus gros des réponses soit jusqu'à fin janvier, comme ça on a le temps de trier tout ça. Voilà, comme des lentilles. Et ben on va passer à la suite. Donc, Allons-y. maintenant, on se tourne au bout de nos 3 minutes de promo. On va passer à l'heure de promo de Anthony. Alors Anthony, déjà, bienvenue, on est ravis de te recevoir à CGY. Merci beaucoup. Et bah, explique-nous un petit peu ton boulot par rapport aux jeux vidéo, où tu bosses, comment tu bosses, qu'est-ce que tu bosses. Alors, je suis caractère artiste à Ubisoft depuis 8 ans, presque 9 là, je vais sur mes 9 ans. C'est un job qui consiste à modéliser des personnages pour le jeu vidéo. Donc essentiellement de la 3D, temps réel. Voilà. Je bosse... Alors, 3D temps réel, je me permets de couper direct. Bim. Allez, c'est quoi pourquoi tu précises temps réel alors qu'au final tu fais du modeling, tu vois? Je veux dire, si je suis bête, je me dis bah il fait du modeling, donc. Disons qu'en fait, on a tendance à opposer le temps réel à la CG classique, donc le cinéma qui est précalculé, dans le sens où le jeu vidéo a cette particularité de donner le contrôle au joueur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le joueur qui va décider du cadre, c'est le joueur qui va décider de l'action. Donc du coup, il faut que le jeu réponde à ses envies instantanément. C'est ce même qu'on au appelle niveau du modeling, quoi. Et en fait, tout est fait dans le jeu vidéo, tout est fait pour que la console ou le PC ou peu importe puisse calculer ces fameuses 30 FPS qui sont des images par seconde ou 60 FPS sur certains jeux. L'idée, c'est toujours d'aller grappiller de l'optimisation sur absolument tous les éléments du jeu pour pouvoir rentrer dans ces cases et faire en sorte que la console puisse fournir la meilleure expérience possible. Donc voilà, c'est la différence principale, c'est que voilà, dans le cinéma d'animation, on va rendre une frame, ça va prendre des heures pour rendre une frame. Dans le jeu vidéo, il faut que ce soit qu'on en rende 30 en une seconde au minimum. C'est l'objectif de la plupart des studios. Maintenant, on est plus sur du 60 sur la plupart des gros jeux. Ouais. Donc du coup, faut que ça s'encaisse. Et donc toi, alors ton boulot de modeleur, comment tu vas le... Alors, on va y revenir après. Quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Alors moi, j'ai fait une école de 3D un peu random à la sortie de mon bac, parce que je me suis réorienté au tout dernier moment. En fait, j'étais parti pour faire des études d'ingénieur dans le génie civil, donc rien à voir. D'accord. Et je me suis retrouvé là-dedans parce que bon, la magie du conseiller d'orientation, j'ai dit moi je vais faire de la 3D, il m'a dit voilà, ils font de la 3D. Donc je me suis retrouvé à faire des pièces d'usine. Oui, j'ai entendu parler de d'usine, ça là-bas, dans la pièce à c'est l'étage 3. Je crois qu'ils font Du des coup, boulons. je me suis retrouvé à faire des pièces en 3D, mais pour de l'usinage, vraiment dans l'esprit d'un ingénieur en fait. D'accord. Donc AutoCAD, Rhinoceros Voilà, et exactement. autres. Ouais. Donc pas du tout. Mais bon, finalement, en fait, comme ça me plaisait assez, c'était quelque chose d'assez ludique au final, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Puis bon, il y avait, à l'époque, c'était un peu moins opaque que le jeu vidéo. Quand tu dis à tes parents, je vais faire du jeu vidéo. Oh mon Dieu. Voilà, et que derrière, en fait, t'as les notes qui font que tu peux devenir ingénieur. Tes parents ont tendance plutôt à te dire, pourquoi pas ingénieur voilà. Donc du coup, Ça gagne. voilà. Et puis finalement, je pense à 4 mois du bac, grosse panique. Je me suis dit, non, mais je veux pas du tout faire ça. Ah merde. Donc je me suis inscrit au dernier moment dans une école, mais je m'étais absolument pas renseigné, vraiment, rien du tout, quoi. Ah oui, Je me d'accord. suis vraiment, c'était en mode, voilà, je veux pas faire ça, quoi. Vraiment, je peux pas me lever le matin pour faire ça, c'est pas possible. Pardon, j'ai une image du mec qui est en train de se marier devant le mec et qui fait non, je me casse. Ouais, non, mais c'est un petit peu ça, c'est erreur de casting. C'est à peu près ça. On est d'accord. Voilà, donc du coup, école de 3D pendant 3 ans, qui était pas une formation incroyable, pour être tout à fait honnête. J'avais
2-3 profs qui étaient très consciencieux et vraiment qui m'ont appris à me servir des logiciels d'une façon incroyable, mais c'était un petit peu en décalage avec quand même le marché du jeu, ce qui se fait, etc. D'accord. Donc il a quand même fallu cravacher de mon côté. On citera pas le nom de l'école De toute façon, elle a coulé. Non, vas-y, donc, balance. non, mais il y a pas besoin d'y revenir là-dessus. Mais voilà, du coup, à la sortie de cette école, j'ai bossé dans des petits studios de jeux mobiles. C'était où ça? C'était à Paris, Montpellier? Alors l'école était à Montpellier. J'ai commencé par bosser dans une boîte qui faisait des jeux. Vous savez, les jeux que vous avez dans les boîtes de Kellogg's, ce genre de trucs. Les jeux qui nous foutaient les virus. C'est exactement. Voilà, mais ces fameux jeux-là. Donc ouais, j'ai bossé pour des boîtes qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'était une boîte qui sous-traitait, qui faisait de la pub en fait en jeu. Faut bien commencer quelque part. Exactement, ouais, voilà. Puis bon. Finalement, Du coup, tu faisais pas de la modée temps réel pour le coup à ce moment-là? Si, c'était du jeu temps réel. Après, il y avait 2-3 jeux qui étaient en mode un peu à la Mortal Kombat. On faisait des captures précalculées, puis après on faisait de l'animation de défaker. Enfin, c'était un autre truc. C'était un autre monde quand même. Mais voilà. Excellent. Et ensuite, j'ai bossé pour des petites boîtes de jeux mobiles à Paris. Ouais. Et puis j'ai un pote qui est venu me voir, un pote avec qui j'avais fait du coup la fameuse école de 3D, qui m'a dit écoute, je vais tenter le concours de l'Engmin. L'Engmin? Ouais, l'Engmin qui est à Angoulême. Angoulême, ouais. Mais je crois qu'ils ont une antenne à Nîmes, non, l'Engmin? Non, ils ont des partenariats avec plusieurs écoles, dont les Gobelins. D'accord. Et donc du coup voilà, je connaissais l'école parce que c'est une très très bonne, une très bonne école. En plus, elle est publique dans le jeu vidéo, ce qui est assez rare pour le souligner. Et du coup, bon, je lui dis pourquoi pas en fait. Le jeu mobile c'est sympa, mais c'est du Goodinoff en fait. C'est vraiment surtout dans les petits. C'est du Goodinoff. 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 Ah, du Goodinoff. Pardon, j'ai compris. Goodinoff. C'est non, mais en gros, on fait ce qu'on peut quoi. Ouais. On fait ce qu'on peut, pas beaucoup de moyens, on fait de tout. Moi, c'est quand je bossais dans le mobile, je faisais du modeling d'environnement, de personnages, de l'animation, du rig, du concept art, voilà. Ah oui, tu généraliste. Du modeling, Non, tu fais absolument tout quand tu fais du... Putain, et du coup, tu fais rien de vraiment bien, comme partout en fait, hein. C'est pas toi que je vais apprendre qu'animateur c'est un métier. C'est clair. Donc voilà, donc non, puis bon, du coup j'avais absolument rien à perdre à part un CDI dans une boîte de jeux. On sait que c'est pas vraiment très indéterminé les boîtes de jeux, donc j'ai suivi mon pote. Je reviens là-dessus. Ouais. C'est même dans ces boîtes-là finalement c'était un peu comme de l'intermittence. T'avais pas de contrat. C'était pas des boîtes qui étaient pérennes encore, peut-être à l'époque. Non, parce que c'était peut-être un marché naissant aussi encore. Alors c'était quoi, il y a 10 ans, 15 ans? Ouais, 10 ans. Ouais. 10 ans, 2010. Ouais, 2010, c'est ça. T'avais pas des gros monstres comme, je sais pas, Gameloft ou... Non, en fait ça a commencé, mais c'était des gros trucs, et c'était surtout, voilà, la plupart des jeux qui avaient des boîtes de jeux qui avaient à Paris, c'était des tout petits indés, où le financement était pas hyper répandu, donc ils allaient chercher des financeurs qui avaient rien à voir avec le jeu vidéo pour la plupart. Là maintenant c'est un peu plus carré de ce niveau-là, et du coup voilà. C'était Pardon, ouais, je t'ai coupé non, dans le cheminement. Non, du coup, donc l'Engmin, voilà, l'Engmin, c'est ça. Donc super école pour apprendre le jeu, c'est vraiment une super expérience. J'ai tenté le concours en mode détente totale parce que bon, j'étais pas vraiment parti pour faire ça, et finalement j'ai été pris. Donc 2 ans de plus d'études là-bas. Donc j'ai déménagé de Paris pour Angoulême. C'était... Là, t'as quel âge là quand tu changes comme ça, enfin quand tu refais, tu repars en études c'était il y a 10 ans, donc j'ai 24 ans. 24, ok. Ouais. Et là tu repars pour 2 ans. Ouais, en plus j'ai fait déménager ma compagne de l'époque en fait qui était en train de faire ses études à Paris. Du coup, mais bon, elle était on n'était pas très parce que
un graphiste dans le jeu vidéo et une étudiante à Paris, autant dire qu'on mangeait beaucoup de pâtes. Ah ouais, mais Voilà, c'était bien. Hein. Mais c'est vrai que vivre dans un 22 mètres carrés à deux, voilà. Ouais, et chacun 11 mètres carrés. Hein. Exactement. Hein. Donc du coup, on a pris la décision de partir à Angoulême, où on a direct aménagé dans 110 mètres carrés. Pour le même prix. Pour bien moins cher. Ouais. Oh merde. Ouais, c'est Angoulême, quoi. Donc, du coup, voilà. Oui, c'est Paris. Oui, et c'est Paris. Et C'est Paris. Donc, du coup, voilà, 3 ans. L'avantage de l'Engevin, en fait, c'est qu'ils recrutent de tout. Enfin, en fait, ils ont une aile pour chaque grand corps de métier du jeu vidéo. Donc il y a une aile pour les progs, pour les programmeurs, une aile pour les game designers, une aile pour les graphistes, une aile pour les sound designers, voilà. Donc vraiment, c'était l'occasion en fait de vraiment se consacrer à mon propre corps de métier. À te spécialiser en fait. Voilà, exactement. Et de pouvoir échanger avec des gens dont c'était le métier de faire du code, dont c'était le métier de faire du son. Il y avait des mecs qui composaient des musiques pour des étudiants, c'était incroyable en fait, mais parce que les sound designers, l'un avait suivi une formation classique de chef d'orchestre, l'autre avait, enfin, vraiment c'était il y avait quand même un prestige qui était assez fou en fait pour un truc d'études. Ça doit être une école publique, il y avait des intervenants de qualité quand même. Ouais. Oui, enfin déjà au niveau intervenant, il y a des professionnels qui viennent, donc ça change un peu moins au niveau art, mais en fait le plus gros point fort de cette école, c'est le fait de pouvoir faire quasiment non-stop des projets en équipe et en équipe spécialisée dans son domaine. Voilà. Donc en fait on sait que voilà, cette partie-là c'est géré par un GD, le mec c'est son métier, GD, game designer. Pardon. Maintenant je connais les termes. Comment il se l'a donc voilà, c'est que c'est un équilibrage de jeu, ça a l'air de rien mais c'est vraiment un métier, le son c'est pareil, voilà, la programmation c'est juste la base d'un jeu. Sans programmeur, t'as un film d'animation. Ouais, c'est ça, et encore. Voilà, et encore. Mais donc, du coup, c'est là que tu es devenu caractère artiste, c'est là que... Alors, c'est là où je suis devenu, où j'ai pu vraiment m'éclater à devenir artiste. Après, j'ai toujours voulu être caractère artiste, mais quand on est deux dans une équipe, tu continues à faire un peu de tout. C'est vrai qu'après, tu te spécialises, le deuxième graphiste était un peu plus sur autre chose, mais c'est vrai qu'on continue à faire de tout. Par contre, quand je suis arrivé à Ubi, c'est là où j'ai été pris en tant que caractère artiste. Direct à la sortie de l'Engevin. Ouais. Ils sont venus te chercher à l'école ou c'est toi qui as trouvé, t'as démarché? J'ai démarché. Ouais. En fait, à l'époque, Ubi Montpellier ne faisait pas d'entretien à l'Engevin pour les artistes. Maintenant, chaque année, en fait, il y a des recruteurs de Ubisoft qui viennent directement dans l'école. Comme beaucoup d'écoles, voilà. Par exemple en animation. Quand une école est assez reconnue et qu'il y a du coup, ils recrutent chaque année, mais c'était plus réservé aux game designers et aux programmeurs. Là, c'est un peu étendu à toutes les branches. D'ailleurs, j'ai fait l'année dernière, j'ai participé aux campagnes de recrutement de l'Engevin. D'accord. T'étais de l'autre côté de la barrière. C'est ça. Donc j'étais en fait c'est un pote à moi qui était chef de projet, parce qu'il y a aussi des chefs de projet à l'Engevin, qui était chef de projet, qui avait passé les entretiens à Montpellier et qui m'avait dit en fait postule parce qu'ils ont l'air de chercher quelqu'un. Moi en plus je suis de Béziers à la base, donc Montpellier c'était un peu Ubi Montpellier c'était un peu le Graal pour moi, parce que je me voyais pas trop retourner à Ubi Paris. Paris c'est la seule boîte du coin en gros. Oui, globalement. pour le coup là dans le sud c'était. Ou alors t'avais peut-être Asobo à Bordeaux, c'est ça, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup j'y suis allé pareil en mode on verra bien quoi. Et j'ai été pris en stage à Eden Games à Lyon. Donc j'ai fait je me suis dit bon tant pis pour Ubi Montpellier, je pars à Eden Games.
Et donc Eden Games, c'est la boîte qui était responsable des V-Rally, tous ces trucs en fait, qui est très 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 spécialisé dans le jeu de caisse. Donc quand t'es caractère artiste, ça va être embêtant. Voilà, donc Sinon, il y a Cars qui est sorti. c'était pas, on s'en rapproche quoi. Mais bon, du coup, les mecs c'était des férus de bagnole, ils parlaient de bagnole toute la journée. Moi, c'était pas forcément ma tasse de thé quoi. Donc c'est vrai que l'ambiance était vraiment cool, mais c'était pas. Et entre temps, en fait, Ubi Montpellier s'est réveillé. On cherche un stagiaire. Donc j'ai changé de stage en cours de stage en fait. Ah ok. Ouais. Ok. Donc j'ai vu ça avec la boîte, avec Eden Games directement, qui était ok, il y avait pas de souci. Et avec mon école aussi parce qu'il fallait qu'ils me refassent une convention. Enfin c'était. Ouais. Et oui, donc, donc ils ont c'était un été stage conventionné oui. de l'école. Ouais. Oui, donc du coup, rebelote. Donc je repars en stage à Ubi Montpellier et depuis j'y suis quoi. Et ils t'ont comment dire, ils t'ont enchanté. T'es resté là-bas, ça fait 10 ans du coup. 8 en ans, fait, oui, j'étais en train de faire des jeux de voiture et Ubi Montpellier m'appelle pour un stage en caractère art pour un jeu Michel Ancel. Donc oui, donc du coup, oui, en plus, c'est pas pour un petit jeu mobile, c'est ça, il y a le nom qui vient. Du coup, voilà, c'est moi je suis un gros fan du premier Beyond Good and Evil, donc. C'était pour BGE2 déjà à l'époque. Ouais, alors je savais pas, mais je m'en doutais un petit peu. Ah oui, parce qu'ils pouvaient pas te le dire encore, c'était pas annoncé. C'était excellent. C'était même pas. Ouais. Alors Michel Ancel, pour replacer un petit peu, c'est le papa de Rayman. C'est Oui, de de BGE aussi. De Rayman, alors, de Beyond Lapin Good and Crétin, Evil, de Beyond Good and Evil, ouais. Et qui a été pendant très longtemps, parce que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais qui a été vraiment une pierre angulaire de Ubisoft Montpellier en fait. Ah finalement. oui, c'est le Ubisoft Montpellier a été créé pour Michel Ancel. Ouais, en fait, voilà. et par Michel Ancel. Ouais. Ok, Ouais. ok. Avec les frères Guillemot, mais... Oui, disons qu'en fait, voilà, c'était une antenne, c'était l'un des premiers studios autres que Ubisoft Paris, Pareil, qui a été créé, en fait. Ouais, donc faut bien se dire aussi que voilà, à ce moment-là, tout d'un coup, c'est vraiment... tu veux faire du JV, tu veux faire du jeu vidéo, tu vas être pris dans la plus grosse boîte de France, même du monde déjà à l'époque, parce que... C'est une vieille boîte, mine de rien. Ouais, non, Ubisoft. c'est sûr, hein. Ouais. Et avec l'un des plus gros créateurs de tous les temps aux yeux de tous les joueurs, en tout cas, et des joueurs, en tout cas qui est l'un des rares dont les gens connaissent le nom à l'extérieur. C'est que de l'extérieur, en fait, on connaît des noms de créateurs de jeux, les Hideo Kojima, les Michel Ancel, les Eric Chahi ou d'autres. Mais c'est vrai que savoir qu'on peut bosser pour un jeu potentiellement dont on est fan, c'est assez grisant. Ah ouais, moi j'ai toujours bossé au projet, donc je comprends. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est toujours me dire, je vais être pour cette marque-là. Enfin, cette marque-là. C'est même pas ça, parce qu'en plus, je pense que tu sais, comme moi, c'est pas une question de marque, c'est une question de. Il y a un truc que tu kiffes et tu vas bosser pour. Oui, c'est ça, non, mais c'est ça. Et puis c'était la première fois aussi qu'on me recrutait pour faire exactement ce que j'avais envie de faire. En plus, bosser. Et l'anecdote sympa, c'est que c'est. Les compétences que j'ai acquises dans ma première école de 3D qui m'ont permis de rentrer à Ubi. Enfin, c'est pas l'Engmin. Si, parce que l'Engmin, ça fait un égrenage incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le carnet d'adresse d'une bonne école, il n'est pas à négliger, en fait. La formation a beau, pas forcément toujours, selon l'école, être au rendez-vous. Derrière, en fait, si le carnet d'adresse est là, ça aide énormément parce que là maintenant on a des sites comme ArtStation, etc. qui permettent quand même de mettre beaucoup de visibilité sur les artistes, mais à l'époque c'était un peu moins le cas, et donc du coup avoir le carnet d'adresse de l'Engmin c'était chouette, mais ma première école m'avait formé à la fois à Max et à Maya, et historiquement dans le jeu vidéo c'est plutôt Max. Ok. C'est plutôt 3DS Max. Pour le coup. Alors, moi j'ai une question à la con. Pourquoi ? C'était des gens avant moi qui ont décidé de ça. Je me suis toujours posé la question. Personne ne m'a donné de réponse pertinente, en fait. C'est juste que d'un coup, on a dit, tiens, ça a l'air sympa. Ou il y avait peut-être une feature qui permettait de faire un truc particulier. Quand on développe de l'argent dans des pipes, donc des façons de faire des jeux, à Ubisoft, il y a carrément une équipe qui est dédiée technologiquement parlant au prod, c'est-à-dire qu'en fait c'est une équipe qui est à Montréal, elle a un peu des antennes un peu partout dans tous les studios, etc. Et elle est en support sur les projets, et son bagage c'est 3ds Max,
tous ces devs ont développé des tools dans 3ds Max. Uniquement sur Donc 3ds, du coup, ouais. quand on leur a dit bon, nous on aimerait bien passer pour Maya sur Maya, ils nous ont dit ok, mais le TG vous soutiendra pas. Le TG? Le TG, c'est qui le nom de cet organisme Ah, ok. support. Ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire ou tu te souviens plus Technical, putain, je sais plus. Groupe ou... Ouais, voilà, Technical Group, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. C'est un groupe vraiment super utile au prod en fait. Hein, et, Mhm. voilà. Oui, c'est un peu ce que nous on appelle, je pense, Core Team en CG. C'est ça, c'est l'équipe de dev. Oui, les avec centrales, un CG quoi. sup, C'est avec, pas, voilà. c'est pas vraiment une core team dans le sens où ils ne font pas partie de la prod du jeu. Oui, c'est au studio, c'est à l'échelle du studio entier. Ils sont plus voilà, au niveau de... C'est des équipes de support en fait. Vraiment, ils ont rien à D'accord. faire avec le jeu en lui-même. C'est plus... ils vont nous aider à avoir des outils pour faire des passerelles entre l'animation, le personnage. Oui, mais voilà, Oui. parce que tu dis support, mais ils font pas que supporter, ils développent carrément pour les projets du studio. Oui. Ils développent Oui, des trucs oui. vraiment, ils créent. C'est les devs et team qu'on a, nous, Voilà, c'est en fait ça, en ils vont animation. développer en particulier selon les besoins, etc. Oui, Ouais, effectivement, ouais. Et ouais, ces gars, comme c'est des vieux de la vieille, ils ont toutes leurs habitudes 3DS et tout, et du coup, Ça. Maya, ça leur demanderait presque de réinventer la roue, en fait. Ça, à l'époque, en tout cas, c'était ça. Après, je sais pas trop ce qu'il en est maintenant. Hein. Mais effectivement, à l'époque, c'était la raison. Bah oui, parce que je suis d'accord avec Doc, très souvent on entend non, mais c'est sur Max, c'est sur Max, c'est sur Max. Tu dis, mais attends, moi quand je suis sorti d'école, ok, mais depuis 10 ans, Max, enfin en tout cas dans la série et le film, ça a vraiment disparu très fortement, quoi. Ça devient. On pose même presque plus la question maintenant en entretien. C'est Maya, quoi. C'est Maya, Ouais. et puis voilà. Mais en jeu, tu sens qu'il y a encore des irréductibles En fait, gaulois. le truc, c'est que le paysage du jeu vidéo français, c'est construit essentiellement grâce à Ubisoft. Ah oui. En fait, dans n'importe quelle boîte française, même les grosses, en fait, hein, quand on parle de Arcane Alliance, de grosses boîtes qui sont aujourd'hui des grands noms du jeu vidéo, il y a énormément de gens qui viennent d'Ubisoft au final, Et donc du coup qui ont rapporté un peu leur bagage. Et c'est vrai que il y a très peu de studios qui étaient sous Maya. Day One, il y a 10 ans, quoi. Ouais. C'était plus. Je crois que Quantic sont sous Maya. Ouais. De mémoire, je crois. Ouais. Quantic Peut-être, Dream, il me semble, ouais. Il me semble peut-être que Quantic tu Dream dois avoir sont 2-3 Maya. boîtes comme ça qui Voilà, ont en commencé fait, direct dans Maya. Parce que voilà, en fait, je pense que ça doit dépendre aussi des profils des gens qui viennent du cinéma, parce que là, de plus en plus dans le jeu, on a des gens qui viennent du cinéma, donc forcément. Ça dépend des expertises des gens. Quand on a 10 ans d'expérience dans un domaine, on n'a pas envie de perdre cette expérience-là. Et donc, du coup, on continue un petit peu de pérenniser ce truc-là. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que pour nous, toi tu viens de l'extérieur comme ça, tu te dis, bah non, mais Maya, forcément, mais oui, bah forcément pour toi, mais peut-être pour les 150 autres personnes qui sont sur le projet, peut-être pas, donc. Bien sûr. Ouais, forcément, ouais. Voilà. Donc du coup, tu rentres à Ubisoft, tu as ce contrat, ce stage en tant que caractère artiste, c'est ça, hein? Ouais. C'est quoi ton taf concrètement en tant que caractère artiste? D'ailleurs. Alors après, je suppose que tu es resté caractère artiste, Oui. puisque c'est ton Oui. poste actuel. D'ailleurs. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Voilà, pourquoi caractère artiste et pas modeler en fait? Caractère artiste bonne et pas question. modeleur. Très bonne Alors, nuance. c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai été recruté en tant que caractère modeleur. Ah, caractère ouais. modeler, ouais, c'est ça. Ouais. Donc Et ça évolue. aujourd'hui, je suis caractère artiste parce que la fiche de poste a évolué. Ouais. C'est-à-dire Donc c'est pas forcément une upgrade, c'est juste que ça a changé de nom en interne. Oui. Ok. C'est un upgrade aussi de la fiche de poste. Hein. C'est vraiment. Ok. En fait, c'est juste que le milieu a évolué. Il y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés, qui ont facilité la vie aux artistes, en fait. Comme Allegorithmic avec Substance Designer et Substance Painter. Ouais. C'est une boîte française en plus. Et non, il faut le souligner quand même parce que les mecs sont arrivés de nulle part et en l'espace de quelques années en fait, mais vraiment rien, hein, en 2-3 ans, ils sont devenus indispensables. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus un studio dans le monde hein, qui n'utilise pas Substance Painter ou Substance Ouais, Designer. c'est vrai que c'est un truc qui s'est instauré, mais vraiment voilà, partout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y avait quand je suis arrivé à Ubisoft, c'était un petit peu la bascule. En fait, il y avait déjà Substance Designer qui permettait de faire des textures procédurales.
qui était encore un truc un peu de geek, c'est-à-dire qu'en fait tu faisais tes textures et après il fallait quand même les importer dans le jeu et ça avait de l'importance pour les enviros, pour ce genre de trucs, mais l'application était pas encore hyper fluide pour des meshs uniques comme les personnages ou les props, ce genre de trucs. Donc du coup c'était assez difficile de pouvoir utiliser ce genre de soft dès le début. Et très rapidement derrière, ils sont arrivés avec un soft qui s'appelle Painter, donc qui s'appelle maintenant Painter 3D. Je crois que c'est Substance Painter, oui. Ouais, Substance 3D Painter, voilà, Substance 3D Painter, puisque c'est depuis le rachat de Allegorithmic par Adobe, ils ont changé légèrement le nom. Et donc du coup, quand ils sont arrivés avec ce truc-là, en fait, on a pu gagner énormément de temps sur la production de textures. Et donc du coup, le métier de texture artiste qui était essentiel avant est devenu un peu secondaire. Disons qu'en fait, avant, on produisait, quand on était dans une chaîne de prod, on produisait le personnage, donc son sculpte et sa topo temps réel, et on refilait le bébé pour une texture. Alors soit on la faisait nous-mêmes, mais c'était un peu plus rare, soit il y avait carrément quelqu'un qui prenait le personnage et qui continuait le personnage en faisant la texture. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est le caractère artiste qui est en charge du personnage, qui développe sa texture. Après, il peut y avoir d'autres textures pour de la custo, pour ce genre de choses qui peuvent se rajouter par-dessus. Et ça, c'est un autre artiste qui va le prendre ? Oui, ça peut être un autre artiste, ça peut être le même. Après, ça dépend des prods, ça dépend des studios, ça dépend... Parce que moi, j'ai le souvenir que tu as bossé pour un perso pour moi et que quelqu'un d'autre avait fait les textures derrière. J'ai bossé... En fait, là, ce qui s'est passé là, c'était une variation. Donc du coup, effectivement, quand on reprend et qu'on fait une deuxième variation d'un perso, on va pas recommencer à zéro, on reprend juste à l'étape de la texture si c'est exactement la même shape. Juste on change les couleurs et puis... Voilà, mais en règle générale, en fait, l'artiste en question, en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne à Ubisoft, c'est que on a dans les mains notre personnage et on suit le chantier jusqu'au bout, jusqu'à la livraison pour le rig. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé très, très particulier dans le jeu. À quelle que soit l'étape, en tout cas pour les étapes qui sont autour de moi, il y a vraiment cette philosophie de t'as un perso qui t'est assigné et tu gères le perso. Moi, par exemple, en animation, j'ai eu toute l'anime à faire que ce soit les cycles du perso, que ce soit ses attaques, que ce soit les petits passages cinématiques, que ce soit machin. C'était mon perso et tous les animateurs autour, ils ont leur lot de personnages et s'il y a une animation à retoucher, ben c'est la personne à qui c'est assigné qui y retouche. J'ai l'impression que c'est un peu cette philosophie dans pas mal de branches. En fait, ça dépend aussi des projets. C'est-à-dire qu'en fait, plus le projet est gros et moins tu vas avoir ce genre d'ownership là. Mais c'est vrai que sur des équipes petites pour Ubisoft, j'entends. À savoir, qu'est-ce que tu entends petit pour Ubisoft ? C'est quoi une petite équipe pour Ubisoft ? Petite équipe pour Ubisoft, c'est 50, 60 personnes. Ok. D'accord. Pour un jeu, je me rends pas compte, c'est pas beaucoup. Si je dis ça aux indés, ils vont... C'est ça. Voilà, non, si, c'est quand même une belle équipe, ça commence à être une belle équipe. C'est une belle équipe. En CG, tu vois, une bonne équipe, ça commence à être 150, 200. Là, t'as vraiment... Voilà, là, t'es censé avoir un truc qui commence à avoir une gueule globale à toutes les étapes. À l'heure actuelle, tu ne fais pas un triple A avec 60 personnes. Ouais, voilà. Donc triple A, pour ceux qui ne sont pas gamers, c'est des blockbusters. Gros blockbusters de jeux. On parle même de quadruple A pour certains jeux comme God of War ou des trucs comme ça aujourd'hui, qui sont vraiment à des niveaux stratosphériques. Alors, question de noob, ça veut dire quoi, c'est A ? Parce que moi, quand j'entends A, comme l'andouillette. C'est exactement, je pense à l'andouillette. Je suis un amateur d'andouillette, et moi, je vois de l'andouillette. Donc, plus t'as de A, plus l'andouillette est ça doit venir de là. C'est à peu près ça. On est d'accord. Bon, donc on est sur le même ratio. C'est une notation, en fait. Je sais pas d'où ça vient, exactement. Mais je pense que ça doit être le même. C'est certainement le même. Moi je ne vois pas pourquoi. Mais c'est rentré un petit peu dans le langage courant. C'était. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a une signification assez A ou je ne sais pas. Il doit y en avoir une. Voilà, mais... C'est clair. Ça devait être un système de notation aussi, peut-être interne de boîte. Je sais pas, comme aujourd'hui, souvent c'est métacritique, tu vois. Ça va être le score métacritique aujourd'hui. On va dire, on fait un jeu 80+, on fait un jeu 90+, on fait un jeu... Ça, c'est des termes... Après...
il y a le côté métacritique, il est plus souvent du côté de l'équipe qui essaye de faire de la qualité. Le triple A, c'est plus du côté financier, en fait. On va essayer de faire un truc qui rapporte gros et du coup qui coûte souvent assez cher. Ah, il y a un rapport à l'argent que ça coûte. C'est un peu plus, j'ai l'impression. Ah, ok. Ouais, en fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on va réfléchir à un marché méga prolifique, en fait. C'est pas, tu peux pas faire un triple A de niche, en fait. Tu vois, c'est opposé. Ok. Et donc tu disais donc dans une petite équipe, il y a plus ce côté t'as un perso à toi et Bien tu vas sûr. le modéliser, tu vas le sûr. texturer, Ouais, tu vas il y a ce côté-là où effectivement, en fait, c'est une espèce de cercle vertueux où on va te donner l'ownership d'un chantier et tu vas pouvoir avoir la satisfaction de te dire ok, dans le jeu, ce que je vois, c'est moi en fait. Enfin, tu vois, il y a un petit peu de soi, il y a une espèce de truc d'ego et de reward. Non mais c'est voilà, mon bébé. Non mais il y a un petit peu de ça. Ouais. C'est qu'en fait c'est hyper rewardant de se dire ok, j'ai été l'animateur derrière ce truc-là ou le caractère artiste derrière ce truc-là. Et en fait ça permet vraiment de donner en fait de l'importance et ce qu'il y a de cool en tout cas dans notre équipe et c'est quand même souvent le cas en tout cas depuis que je suis à UBI, ça a été ça dans toutes les équipes où j'ai été. Il y a une vraie confiance envers les juniors et il y a pas on leur enlève pas, genre on leur file pas toutes des tâches de merde machin. Dès que je suis arrivé, en fait, j'ai eu des persos à faire, j'ai eu mes propres créations qui étaient directement intégrées dans le jeu, et c'est vrai que ça, en termes quand on sort d'école, c'est incroyable, quoi. Oui, c'était pas la petite plante au fond à droite ou le petit PNJ dont tout le monde se branle, c'était aussi des trucs importants du jeu et c'est cool. Moi, c'est charmé. Et moi, ce que j'avais demandé, c'était du coup, quelqu'un qui est en train d'apprendre en ce moment le modeling ou le texturing, enfin même le modeling, voilà, il se dit je vais faire des persos. Ça veut dire qu'il peut pas forcément se faire embaucher sur tous les projets parce qu'on va lui demander d'être un peu plus multitâche avec du substance, avec c'est-à-dire qu'il est ok, il s'est modelé dans ZBrush. Tu te sers de ZBrush, j'imagine. Oui. Et du coup, par exemple, tu vois quelqu'un qui est hyper bon dans ZBrush et tout, ça veut dire que s'il a pas les compétences de painter, il va être un peu coincé. En fait non, ça dépend aussi de la grosseur de l'équipe. J'imagine que dans des très très grosses équipes, en fait, plus on va dans les grosses équipes et plus la granularité ça s'affine et plus on est spécialisé. Voilà, en fait, sur des très très grosses prods, un caractère artiste, il va y avoir le caractère artiste dédié aux outfits, donc aux fringues en fait. Il va y avoir le caractère artiste qui va s'occuper des cheveux et des barbes. Voilà, en fait, c'est vraiment on redivise en fait les tâches et du coup on se met à 5 sur un perso et du coup un petit peu comme dans l'anime en même temps. Voilà, c'est ça en fait. Il y a un air artiste, il y a alors mais tu vois, on leur donne des noms. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on leur donne des noms. T'as le close, t'as le R, t'as le mais en fait, là, t'as l'impression que tout le monde est caractère artiste. Non, en fait, dans le truc, effectivement, pareil, on appelle ça un art surface artiste, ou un créature artiste, ou un close artiste, etc. Mais c'est vrai que ça rentre dans l'espèce de bulle des caractères artistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent tous du même milieu, ouais. Alors, petite question aussi, parce que tu parlais, donc, du coup, modeling, donc là, tu sculptes sous ZBrush, uniquement sous ZBrush ou pas Mudbox ou Non, Mudbox ça a été à un moment donné, c'était un peu la guéguerre de dire est-ce qu'on fait Mudbox, est-ce qu'on fait ZBrush. Il y a toujours ce truc là de Mudbox est fait par Autodesk, du coup avec 3ds Max ça pouvait, mais en fait logique, non. En fait non mais pour le coup c'est vrai que dans n'importe quel prod tu te poses toujours la question de qu'est-ce qu'on va utiliser comme soft. Surtout quand c'est des softs qui sont comme ça, où ça rentre pas directement en lien avec la prod en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un truc, moi je suis dans ma bulle, en fait, dans ZBrush, je dépends de personne. J'ai pas... C'est hors pipe. C'est un petit peu... Moi, le pipe commence vraiment dans l'entrée du soft de modeling qui va servir au rigger à faire le rig et à faire l'export pour le moteur, en fait. D'accord. Donc toi, tu pars de ZBrush. Ensuite, est-ce que tu passes du coup sous 3DS ou pas ? Maya. Sous Maya. Non mais là en fait oui, après ça, à l'heure actuelle là sur notre projet on privilégie quand même Maya. OK. Ce qui est cool. Mais au passage. Ouais, cool. petit machin. Non mais voilà, mais c'est vrai que à l'heure actuelle en fait le soft 3D j'ai l'impression en fait que avant c'était vraiment un truc fallait absolument rester dans tel soft. Là
j'ai l'impression que philosophiquement parlant, en fait, comme on diminue de plus en plus le temps passé dans les softs 3D, ça a de moins en moins d'importance. Donc là, moi, je suis sous Maya et on a d'autres caractères artistes qui sont restés sous Max parce qu'ils ont appris que Max et donc du coup, ça passe en fait. Il n'y a pas de D'accord, donc en termes de workflow, vous êtes un peu agnostique, entre tout, guillemets. Tout est centré sur Maya. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs qui bossent sur Max, ils font des exports en fait. Tout va repasser dans Maya, mais à partir des rigueurs en fait. Et nous derrière en fait, on a à peu près carte blanche en fait. On est un peu indépendant. Et tu dis ils exportent sous Maya, ils ont besoin de... on peut aller un petit peu dans la technique là, ils exportent enfin ils sont obligés t'es obligé de refaire de la rotopo derrière dans Maya ou est-ce que ça marche aujourd'hui? Non, là la rotopo automatique ça c'est... Bah ouais, j'imagine. Ça n'existe pas, enfin ça existe mais c'est en fait quand on retoucher à la main de toute façon derrière. Non mais même on part même pas d'une rotopo, non, c'est enfin à la limite ça peut nous servir quand on fait des placeholders, ce genre de choses. D'accord. Mais une topo de jeu vidéo c'est tellement précis que enfin on peut pas demander à un soft de comprendre en fait les déformations, de faire en sorte que le mesh se déforme bien et d'être vraiment optime, parce qu'on est sur là quand on est sur des jeux de mobile ou des jeux de Switch par exemple, on a des topos qui sont quand même assez restreintes en fait. On peut pas se dire ok vas-y YOLO, on prend ce qu'il faut mettre dans la topo et ça rentre dans le jeu comme ça quoi. C'est encore un problème aujourd'hui, le nombre de polygones dans le jeu vidéo. Ça dépend, ouais. En fait ça sera toujours sur des même si là maintenant les consoles elles encaissent bien comme il faut, mais il y a toujours en fait c'est toujours une répartition, c'est-à-dire qu'en fait on te donne une puissance donnée. On peut croire que en fait du coup en fait tout augmente de plus en plus, mais finalement les départements qui ont longtemps été un peu abandonnés, on leur a dit écoutez les gars vous coûtez cher donc on va essayer de vous calmer, du coup en fait là maintenant ils peuvent un peu respirer et c'est pas forcément à l'heure actuelle, honnêtement, les personnages, la topo, c'est plus du tout un sujet. Quand on fait un jeu sur une PS5, sur PS5, PC, enfin, je veux dire, vraiment, la topo, c'est plus. Là, on parle de topologie plus technique, c'est-à-dire qu'en fait, qui va aider l'animation. Tu vois, quand on parle la déformation. La déformation au niveau des fringues, au niveau du visage. Quand on fait là sur des persos réalistes dans le AAA, il faut que la topo suive une certaine logique pour que les muscles du visage puissent apparaître, quelle que soit l'expression faciale créée en fait. Donc il faut vraiment réfléchir sa topo plus sur des considérations en fait techniques liées à l'animation, à des déformations, à ce genre de choses, et moins sur un côté budget comme avant. Mais quand on est sur des prods Quand tu dis budget, c'est budget polygonal. FPS quoi en fait. Budget polygonal. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on a toujours des targets en fait au début d'une prod généralement. On fait des tests de charge, donc en fait c'est-à-dire qu'en fait il y a des ingés qui vont mettre une tonne d'objets 3D dans une scène du moteur et qui vont en mettre tellement qu'ils vont faire craquer la machine et du coup ça va leur donner une espèce de limite exactement en disant voilà notre target c'est tant de polygones dans une scène, tant de draw call dans une scène, etc. Et donc tant de draw call, qu'est-ce que c'est? C'est un terme technique aussi du jeu vidéo. On a bien vu. C'est une ça comment expliquer ça, en fait chaque objet, chaque feature d'un personnage ou d'un objet ou 3D etc va faire appel à un petit peu d'espace du GPU ou mémoire, autre, machin, voilà. de processeur. Et donc du coup tous ces trucs là pour simplifier en fait c'est ce qu'on appelle des draw calls. Bon, là maintenant en fait les draw calls on les oublie un petit peu. C'était vraiment le cas pour les consoles qui étaient un peu plus restreintes. Et mais voilà, c'est quand même un truc où il faut tout est calculé pour faire en sorte que nous on reste dans notre fourchette de budget. On a la chance en personnage d'être parmi les départements où c'est quand même assez généreux, hein, on va pas se mentir. Parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent et du coup ils préfèrent qu'on mette un peu la gomme dessus. À la limite un mur on s'en fout mais on s'en fout. Non mais voilà, non, en termes de performance quoi. Oui c'est ça, c'est qu'en fait en termes de
performance, souvent les budgets polygonaux sont beaucoup plus importants sur les personnages que sur les décors. Et ça, t'en as conscience, quand tu travailles toi, que tu fais ton perso, est-ce que tu l'as en tête? Est-ce qu'on te dit, non mais là, enfin, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que tu dois prendre en considération, ou ça va, tu vas quand même à la louche, tu vas dans ZBrush comme un bœuf, et après c'est là où tu viens redescendre pour rentrer dans Alors le dans clou. ZBrush, on ne prend pas du tout en compte des considérations techniques, comme Ok. la topo, ça c'est pas un truc qui rentre en considération. Dans Dans ZBrush, sculpte artiste full. exactement, dans ZBrush on s'occupe de ok. la shape, vraiment de faire un personnage qui a de la gueule, voilà, c'est vraiment purement esthétique. On fait Ouais, la un forme. peu comme un gars qui fait du character design et qui va dessiner ce qu'il a à dessiner. Exactement. Et Ça, puis en fait, on verra après, mais quoi. oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment là, on est en train de chercher un personnage, donc il faut pas trop se poser de questions avec des considérations techniques au début. C'est pas la technique, elle vient selon la prod. Après, ça peut venir aussi en amont si tu dois garder une certaine topo, ce genre de truc. Mais généralement, on fait une retopo derrière, en fait. Après coup, ouais. Oui. Mhm. Tu fais ton classe. Lors de cette retopo, que du coup, tu descends un petit peu la qualité, entre guillemets, Exact, enfin, ouais, oui. le niveau de détail. Oui, et en ainsi de fait, suite. on passe de millions de triangles à quelques dizaines de milliers, quoi. Max. Wow. D'accord. Ouais, Ah C'est ouais. un énorme. ouais, Mais ça, t'as des outils, j'imagine, qui te les font grossièrement, et après toi tu viens réaffiner, ou c'est toi qui fais tout à la main? on fait tout à la main, ouais. Ouais. Ah merde. Toujours aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais il y a bien un Decimate sur ZBrush, non? Il y a pas un truc Oui, bien qui sûr, mais en permet fait, de descendre un peu le nombre de polygones. ce qu'on fait, c'est que on fait un decimate dans ZBrush qui va permettre à des softs comme Maya de pouvoir encaisser de la topo pour pouvoir faire une retopo dessus. Après, Maya, TopoGun, enfin, peu importe le soft utilisé pour la retopo. Moi, je le fais dans Maya parce que bon, pour des questions pratiques, on a des tools. D'habitude, des machins. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, il y a des, enfin, je veux dire, il y a pas de, là pour le coup, là maintenant tous les logiciels se valent, même Max commence à être sympa en termes de retopo. Donc voilà. Après l'idée c'est de prendre le mesh un peu decimate, de le mettre dans Maya, de le retopo. Et du coup, on a un peu l'habitude. Généralement, en fait, on commence avec un budget polygonal, donc on nous dit, en gros, un personnage principal, ça va faire tant de triangles. Un personnage secondaire, ça va faire 30 triangles, etc., etc., etc. C'est une approximation. Il faut en fait, c'est un truc vers lequel on doit tendre. Ok. Et généralement, en fait, le premier perso, tu vas à peu près cerner quelle densité tu dois avoir, et les persos qui viennent après, généralement ça, tu fais ton perso sans trop regarder le truc, parce que tu sais que en fait tu le regardes à la fin, tu dis ok, là je suis, attends, souvent tu redescends un tout petit peu si tu t'es un peu énervé sur les détails, mais en règle générale ça va quand même, c'est pas un truc qui t'handicape tant que ça finalement. Non, c'est en fait c'est un cadre, hein. C'est quand n'importe quel prod, il vaut mieux avoir des cadres qui te permettent de pas te perdre. Puis tu vois, sur des prods AAA, les retopos sont tellement longues que des fois je préfère avoir moins de polygones à mettre, parce que quand on a un t-shirt qui fait 40 000 triangles et que sur d'autres prods on va te faire un personnage entier en 20 000, Merde, oui. Du coup, tu réfléchis un peu plus optime, mais par contre, t'as beaucoup plus vite fait ton personnage, quoi. Ouais, le temps passé, en fait. Ah ouais, oui, forcément, ouais. Et alors, parce que là, il y a au niveau console, je pense qu'entre nous trois, je suis le moins gamer et le moins dans la partie, mais Oh, le noob. non, ça va, merde. Hein. Je parle des consoles dernière génération, la PS5, la Xbox, je sais plus quoi, enfin je sais plus laquelle. La PS, Xbox One X. Oui, Ouais, c'est ça, Series c'est X, des noms à la J'avoue Apple, que là, même moi, j'ai du mal. c'est ça, le dernier ferme la porte, mais ça, elles se valent. Mais si vous avez le même jeu qui doit sortir sur une PS5 et sur une Switch, c'est pas derrière, c'est pas la même, je veux dire, c'est pas la même patate. La Switch, elle a ses qualités, mais elle a pas la même patate graphique et de calcul qu'une PS5. Donc, si le jeu doit sortir sur les deux consoles, est-ce que toi, tu dois faire deux versions du perso, une pour PS5 et une pour Switch? Oui et non, en fait. Ah. Ok, donc oui pour la PS5 et non pour la Switch. C'est-à-dire qu'en fait, on va éviter de faire une version. Après, ça peut arriver, mais généralement, en fait, on essaye quand même de taper au milieu, de pas taper full PS5, parce que sinon le gap est trop important. Parce que là, pour le coup, la Switch,
en termes de génération, on est presque 2 générations en arrière, hein, D'accord. en termes de puissance. Ouais. Comme ouais, tu vois deux The quand Witcher même. 3 qui a dû downgrade pour pouvoir sortir Ouais. sur Alors eux, Switch. pour le coup, mais je pense ça a été fait en interne ou ça a été fait J'ai par une aucune boîte idée, ça, je saurais pas parce te que dire. c'est un portage. Ouais, après tu peux remodéliser tout le jeu, mais en termes de coût, quand tu réfléchis ton truc, t'essayes de taper au milieu, de dire bon voilà, on va pas trop faire les fifous, on va faire un truc qui rentre, qui soit ok. Et derrière après, on va faire une version PS5. Et on va faire ce qu'on appelle des LOD, ou si on a détail, voilà, donc du coup, un peu avec inférieur, moins de polygones. exactement, qui vont servir à la Switch. Ok. Après, ça peut être aussi si c'est une grosse prod. Effectivement, on peut avoir le temps et ou sous-traiter ou machin, ce genre de tâches pour que il y ait une deuxième passe de topologie sur tous les persos. Et de ce que je comprends, ça dépend aussi de la cible à la base. C'est-à-dire que si tu développes un jeu pour la Switch en premier lieu, bah du coup t'as pas besoin de faire un deuxième perso, il va forcément tourner sur PS5. Oui, Par dans ce sens-là, ça marche. Dans ce sens-là, ça marche. Forcément. Mais voilà, c'est sûr que on peut pas à l'heure actuelle sortir un jeu sur Switch full réaliste et concurrencer, enfin essayer de se dire on va concurrencer les ténors du truc et puis derrière dire on va faire un portage sur PS5. En fait voilà, ça dépend aussi de la prod, ça dépend de tout ce genre de. Donc. Oui, par contre, si c'est un jeu full dernière génération, là, en avant Guingamp. Alors après, en vrai, on envoie du poly, quoi. voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prod à l'heure actuelle qui se payent le luxe de sortir d'abord sur PS5 et se dire on va faire une version Switch. Ça doit arriver, hein, parce que ils sont tellement énormes en termes de vente que tu peux pas tant. Je pense que quand même là, de moins en moins, on va avoir ce genre de cas de figure. C'est vrai que le gap est là, il est vraiment énorme. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que si tu fais une version PS5, PS4 par exemple, déjà le gap est un peu moins fort, il y a moyen de faire un entre-deux et de... Ça, c'est qu'en fait, plus tu vas dans un grand écart, plus c'est difficile à gérer, quoi. Tu dirais, ça doit être les mêmes technos, je veux dire, enfin, même techno entre guillemets, puisque c'est du Sony, c'est de la PlayStation, donc peut-être que au niveau code, après je dis n'importe quoi. Là aujourd'hui, après ça c'est plus des considérations de prog, hein, mais aujourd'hui de ce que j'ai cru entendre, c'est les consoles, c'est des PC. Vraiment. Avant il y avait des vraies spécificités par console, etc. Mais maintenant en fait c'est vraiment des PC, quoi. D'accord, oui, c'est des PC orientés gamer. Voilà. Point barre. Voilà. L'avantage d'une console, c'est vrai que quand tu fais un jeu dédié à telle console, vraiment tu vas dédier toute ton optimisation par rapport à ce truc-là. Quand tu fais un jeu multi-support, que ce soit pour les consoles ou pour les téléphones portables, les mecs qui font des jeux sur téléphone portable, ils sont obligés de faire en sorte que leur jeu tienne sur le plus pourri des smartphones et jusqu'à l'iPhone 13 ou voilà. Du coup, t'as les mêmes contraintes qu'en live et en série tu vois, comment dire, d'avoir une topo qui subit correctement les déformations et qui genre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais si t'as un projet, par exemple, qui gère vraiment du skinning avec des muscles et tout machin, il va falloir que tu te plies aux mêmes contraintes, ou est-ce qu'un moteur permet d'aller beaucoup plus loin et de se faire un peu moins chier avec la modée en tant que telle, pure et dure, et je sais pas si la question est très claire. Si, je comprends, mais en fait, là, je vais parler juste de mon expérience, parce que du coup, je pense que tout est possible, hein, mais de mon expérience, c'est à toi de gérer. Après, c'est aussi un boulot qui se fait conjointement avec les rigueurs et les directeurs techniques, hein. Mais c'est à toi de faire en sorte que ton mesh puisse se déformer correctement. Donc il faut avoir assez de densité aux endroits qui vont prendre cher, c'est indispensable, et que le flow de ton maillage suive correctement. Ça reste une règle, quoi, ouais. Voilà. Ça, en fait, après, c'est derrière, si on se dit, on va faire un jeu où on n'a pas le budget au niveau monnaie pour aller très loin dans les expressions faciales, dans ce genre de truc, ou si on fait un truc très cartoon, machin, les considérations à ce niveau-là seront différentes. Mais quand on fait un truc très réaliste, il faut qu'on ait une topo et un budget polygonal qui permettent d'aller où on veut aller
parce que on a ça par contre c'est pareil que dans la série, tout ce qui est Uncanny Valley, il faut l'éviter. Ouais, voilà. C'est justement ce que j'allais te demander, c'est quand j'y vais, souvent quand même, on a l'impression qu'ils mettent plus l'avant sur faut qu'il ait une bonne gueule. Puis animé, on verra bien. C'est le problème. S'il ouvre et qu'il ferme la bouche, ça suffit, quoi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je parle du facial pour le coup, c'est vrai que c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que on a un petit peu. Faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est quand même assez jeune, comme média. Donc là, on est en train de se rapprocher de plus en plus du cinéma. C'est en train de devenir assez proche au final. Parce que les consoles arrivent mieux à encaisser, voilà, justement. c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, on voit que même l'inverse est aussi vrai. C'est que le cinéma vient chercher des trucs temps réel, des moteurs temps réel pour faire des prods comme Mandalorian. On l'a vu à Annecy. Voilà. On a eu, moi j'ai eu 4 films faits sous Houdini, c'était ça ? Non, sous Unreal. Sous Unreal. Voilà. Moi j'ai vu un film sous Houdini, Canary. Qui était incroyable. On en pleure encore. En lice pour les Oscars, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vu il tourne beaucoup là en ce moment sur LinkedIn et tout. Il chope beaucoup de prix. J'ai hâte qu'on puisse le voir parce que vraiment, depuis qu'il m'en a parlé. Pardon. Désolé. non, mais j'ai vu le caractère modeling du jeu, du film, pardon. Ouais. Et c'est vraiment super sympa. Ouais. Ça a l'air chouette, cool. Ouais. Lui, il l'a vu là-bas, il en pouvait plus. Il pleurait. Chialé, et voilà, du coup, c'est vrai que pour le cinéma d'animation, ça permet de baisser les budgets à mort parce que voilà, on arrive à avoir des rendus aujourd'hui en temps réel qui sont fous par rapport à ce qu'on avait avant. Et non, puis un visuel de suite. Oui, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on a les avantages du temps réel, à savoir le cadreur, s'il a envie de bouger sa caméra, il va pas foutre en l'air toute la ferme de rendu de son studio. Voilà, il peut changer de truc à la volée. En fait, on peut changer la focale de la caméra, déplacer un acteur. C'est temps réel. Donc du coup, tu le fais et c'est immédiat, quoi. On peut voir directement le rendu. Ouais, complètement. Et en parlant de changer à la volée, c'était une de mes questions. Est-ce que justement, c'était un peu le Graal qui était vendu par tous ces films là-bas? Du coup, je me pose la question en jeu vidéo aussi. Est-ce que tu peux changer la modée jusqu'au dernier moment, où il y a quand même un moment où on dit oh là, hey, Goko, stop, il y a du skin et du rig derrière, on va pas faire les fous. En fait, tout est possible, mais c'est vrai que oui, c'est toujours. En fait, dans le jeu, c'est comme n'importe quel œuvre collective. On est dans des chaînes de prod. Donc moi, en tant que caractère artiste, je suis quasiment au début. Juste avant moi, il y a un concept artiste. Moi, je reçois le concept art, je fais le modeling, et après, je l'envoie à des animateurs qui vont faire à des rigueurs, animateurs. Il y a carrément des GPP, des programmeurs qui vont intégrer le. C'est gameplay programmeur, c'est ça? Gameplay programmeur, ouais. Qui vont intégrer ouais, c'est ça. Il est bon, il apprend vite, ce petit. Et du coup, voilà, tous ces mecs-là, ils sont dépendants en fait de mon travail à moi. Alors du coup, plus tu remontes dans la chaîne pour faire des changements, ça change pas le problème. Si tu fais un changement au niveau du concept, ça va m'impacter moi, ça va impacter les rigueurs, ça va impacter. Donc après, 20 personnes qui vont te jeter des pierres. Du coup, ça dépend le changement. Parce qu'on peut avoir des gros changements sur un personnage essentiel dans le jeu, il y a pas de, tout est possible. Mais après, il faut derrière qu'on puisse avoir le temps de repasser sur toutes les animations, quand on a 2000 animations sur un personnage principal, on va pas d'un coup décider que finalement il met un troisième bras. Finalement, il est pas assez bodybuildé, on va lui rajouter 50 kilos de muscles. Ouais, on pourrait croire, que du coup. Ah mais tu peux, mais du coup là, l'animateur se jette par la fenêtre. T'as peut-être une marge, peut-être non. Ouais, jusqu'à une certaine limite. Oui, après voilà, tout est faisable, mais en fait, tu peux. Mais tu vois, c'est pas pareil que dans un. Je trouve que dans un film, moi ça m'est déjà arrivé, je vais dire sur DM3, Grou à un moment donné. Moi je suis méchant 3. Merci. Grou, il avait un point de pivot au niveau du poignet qui était pas au bon endroit. On l'a recalé et putain ça a été l'enfer parce que là il fallait vraiment réouvrir toutes les scènes une par une, tout recaler et tout à la main parce que forcément tous les poignets se mettaient à être soulevés du sol alors qu'ils étaient à terre. Donc j'imagine que dans le jeu, il y a quand même une bonne partie où tu peux dire, vas-y, on a de la marge, ça devrait passer, parce qu'il n'y a pas de recalcul d'image, il n'y a pas de... C'est plus... Alors, oui, c'est vrai que t'as ce côté-là. Après, c'est vrai que en fait, c'est toujours une question de... Qu'est-ce que ça pète? Voilà. Qu'est-ce que ça pète? Qu'est-ce que ça va engendrer comme... En fait, il faut calculer les coûts, les bénéfices. Il y a des gens qui sont là pour ça. Quand il y a ce genre de gros changements, généralement, il y a un prod qui est dans la réu et qui va dire ok, ça passe. Ça vaut le coup. En fait, ça vaut le coup de le changer. Parce que moi, c'est Pardon. Vas-y, non, dis-moi.
Non, mais parce que c'est ma peur, moi, c'est que les mecs se disent en prod, oh, c'est bon, ils peuvent tout changer jusqu'à la fin, maintenant, Non, ils sont en temps mais en réel, fait, Inch'Allah. non, il y a quand même une considération du mec qui vient derrière, quoi. Tu peux pas en tant que caractère artiste. Enfin, moi, en tout cas, je sais que à Ubisoft, on a quand même ce truc-là de dire. Quand je vois moi qu'il va y avoir parce que un concept artiste n'a pas forcément de considération technique en fait. Lui il va réfléchir forme, il va pas réfléchir lui la technique ça le regarde pas et d'ailleurs c'est pour ça que les mecs ils peuvent faire des trucs vraiment cool, c'est que ils vont pas trop réfléchir technique voilà. Quand lui il va venir en disant bon mais finalement j'ai vu le perso dans le jeu ça serait quand même bien qu'on lui rajoute tel truc ou tel truc. Là, ça va être aussi mon rôle de dire ça va coûter cher. Ah, toi, t'as les considérations techniques, justement. Il faut parce que du coup, je suis un peu garant du truc. Après, ça peut être aussi dans des prods un peu plus grosses, ça va être le lead qui va s'en charger, le lead 3D, ou le directeur technique. En fait, à chaque poste peut aussi lever son flag en disant attention, ça implique tac, et puis on a toute une chaîne de personnes qui vont devoir derrière scoltiner des réexports de perso, des rouvrir toutes les animes du jeu pour voir que si ça pète pas, tous ces trucs là en l'effet boule de neige et puis tester aussi partout sur tout le jeu si ça marche quand il monte à cheval, quand il machin. Moi pour avoir été testeur c'est ça j'étais testeur linguistique donc c'était vraiment la fin et il y avait des trucs où on disait ça marche plus ça machin et hop ça repartait en prod pour un fixe hyper rapide. D'ailleurs tiens ça me fait penser à une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que les jeux, maintenant, ils sortent, et régulièrement, on a des jeux qui sortent, on se demande comment que s'ils nous ont pas balancé la version bêta, et qu'après, on a un patch de 25 gigas à télécharger pour avoir finalement le jeu correctement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé chez Ubi d'avoir à taper un personnage alors que le jeu était déjà sorti pour un patch? Non. Ah. Non. En fait, justement, c'est l'avantage des personnages, c'est qu'en fait, on finit... Généralement, si on n'a pas fini les premiers, c'est qu'il y a un problème, en fait. Du coup, si le jeu est sorti, généralement, nous, ça fait quelques mois qu'on est passé à autre chose, en fait. Alors, je parle pas forcément d'un personnage principal, mais des fois d'un personnage secondaire, un PNJ dans un coin. En fait, ça peut arriver, mais pour le coup, les bugs du jeu sont rarement dépendants de nous, étant donné qu'on fait juste du visuel, en fait. Après, il peut y avoir des aberrations, un truc qu'on a oublié, d'un coup, on a foutu le fichier ZBrush dans le jeu, et ça fait non. Non, je rigole. non, en vrai, je dis pas que ça peut pas arriver, mais en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. J'imagine que tant que c'est pas un truc en interaction, ça va encore. Si c'est un bout de décor, si c'est un truc vraiment qui est purement visuel, justement, tu peux le faire passer dans un patch, mais... Ouais. Oui, puis ça peut être un truc tout con, genre les smoothing groups d'un objet qui vont sauter. Les smoothing, le lissage. Voilà, le lissage de l'objet, comme on est sur du low poly, on est très facetté, donc si le truc saute, tu vas voir directement apparaître des polygones. Bon, tu réexportes le truc et puis c'est bon, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de l'intervention du modeleur derrière aussi. Il y a juste une petite vérif quand même que ça fasse pas péter la charge pour X raisons, j'imagine. Quand même. Dans ce genre de cas. Honnêtement, sur des réexports juste bateau, quand on change pas fondamentalement le truc. Même une Switch, elle encaisse 200 polygones de plus, ça va. Non, puis là, je te parle même pas je te parle même pas d'ajouter des polygones, je te parle juste de prendre le personnage, de recalculer les normales et de les réexporter, en fait. Juste ça peut arriver, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. C'est pas... Mais oui, il y a quand même... C'est une question d'ailleurs qui rejoint un truc que j'avais en tête tout à l'heure. T'as quand même ce truc dans la chaîne où t'es là quand même en tout début de chaîne et t'es censé quand même terminer avant une bonne partie des gens, quoi. Ah oui. T'es pas avec tout le monde jusqu'à la fin. On est au polish jusqu'à la fin avec les gens, mais en termes de production pure et dure, on est censé finir bien avant. Ouais. Parce que sinon, derrière, en fait, moi, je produis un personnage. Si je le produis le jour du ship, on fait qui l'anime, qui. Alors, ça, c'est intéressant. Tu dis aussi, t'as utilisé le mot polish. Faut bien comprendre qu'en jeu vidéo, c'est pas comme en série ou en film où t'as fini ton travail, ça part chez les gens, et si c'était il y a 1 an et demi, t'y retouches pas parce que de toute façon, t'as tout le compo, machin, bidule malin. Là, en tout cas, je parle moins en anime, mais j'ai l'impression que vu que t'as utilisé le terme, c'est que j'imagine qu'en modé aussi,
il y a des choses que tu vas livrer tout de suite pour qu'ils soient jouables dans le jeu, que tu puisses tester des trucs et tout. Et en fait, jusqu'à très tard encore, tu vas avoir cette phase de polish, justement, qui... Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, grossièrement, qui ne casse pas, évidemment, toute la chaîne dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a vachement cette notion de dire, OK, il y a une étape 1, on va dire, validée, qui est jouable, puis après, t'as l'étape 2, jouable, super jolie, et t'as le polish, quoi. C'est ça. Et toi, le polish, du coup, il va jusqu'où dans la modélisation? Enfin, dans le travail de caractère artiste au global, je veux dire. Ça dépend. Ça peut être des textures, ça peut être... ça peut être un peu de tout. En fait, c'est... on va se rendre compte à tel moment que tel personnage, il est un peu faible en termes de définition sur tel ou tel truc. En fait, il faut juste se dire que le polish, quel que soit le corps de métier, c'est pousser la qualité vers le haut. Donc quand on détecte un down au niveau de la qualité quelque part, on le pointe et on va faire en sorte de le résoudre. Donc si ça pète rien. Si ça pète toujours pareil. En fait, après, ça dépend le moment de la prod aussi. Ouais. En fait, si on est 2 mois avant la livraison, on peut changer des trucs. Mais il faut pas non plus se dire, tiens, si j'ai une idée, si on refaisait complètement ce personnage-là, parce que finalement, je l'imagine pas du tout comme ça. Du coup, là, en fait, non, c'est pas... Parce que comme Zedok, là, quand tu reçois un jeu comme ça, Day One, qui est complètement pété de partout, c'est pas parce que on a décidé de changer un perso 2 mois avant, enfin 2 semaines avant. Non. Ça fait déjà un moment que t'es arrêté. Souvent, c'est que des bugs, à l'heure actuelle, le jeu vidéo, c'est devenu très complexe à faire, ça coûte très cher, ça demande... Et du coup, on a des problèmes qu'on n'a pas anticipés. Et derrière, il y a des réalités de budget, il y a des réalités de prod. Quand on te dit tu sors ce jour-là, tu sors ce jour-là. Et du coup, malgré les efforts des équipes, des fois, il arrive que on livre un jeu qui soit pas encore totalement stable. Voilà, c'est de moins en moins le cas quand même, parce que on avance, on essaye quand même, en tout cas, moi sur les prods sur lesquels j'ai été, on essaye d'avancer les phases de bêta, etc., pour se laisser le temps justement de polisher en fait le jeu, de faire en sorte de chasser tous les bugs et de sortir un truc fiable. Et après, ça dépend aussi des constructeurs. Je sais que quand on livre un jeu pour Nintendo, il y a pas de patch Day One. Le jeu doit être stable. Dès le début, ouais. Nintendo, c'est la qualité, le seal of quality de Nintendo. C'est ça le truc. Si c'est pas stable, vous sortez pas le jeu, quoi. Ouais. Et de toute façon, ça touche pas au modeling. C'est rarement des problèmes dus au modeling quand même. Oui, non. Généralement, le modeling est assez épargné. Enfin, on n'a pas trop d'impact en fait sur. On peut en avoir sur le framerate, donc sur tout ce qui est temps réel. Images par seconde. Voilà, les images par seconde. Mais rarement sur tout ce qui est bug très dur du jeu, quoi. Oui, on pense à Cyberpunk 2077. Ah oui, qui a pâti de ce Day One, alors qu'apparemment c'était un très bon jeu. Maintenant qu'il est patché, quoi. Voilà. J'ai trop envie de le faire, moi. Depuis que la série est sortie, j'ai trop envie de le faire. La série est vraiment cool, si vous voulez la voir. Petite question, est-ce que tu as déjà utilisé de la modée procédurale dans ton boulot? De la modée procédurale. Ouais. Les grands yeux. C'est-à-dire, a-t-il fait? Modée procédurale, par exemple, je pense à du Houdini. En fait, on utilise le procédural pour... C'est plus dans les décors. Ouais, pour les décors. Et en fait, c'est même pas de la modée. En fait, au final, le Houdini va créer le procédural pour faire, par exemple, des transitions sur certains décors. Mais on va surtout se servir d'Houdini pour la génération, en fait, pour faire appel dans les scènes, de faire appel à des objets 3D pour que les scènes soient assez rapidement créées. Ça crée, enfin, ça aide énormément les environnements artistes à aller plus vite. C'est de l'instancing, c'est pas forcément de la création de polygones, oui. Enfin, là, pour le coup, l'utilisation que moi j'ai vue de Houdini dans le jeu, c'était surtout ça. D'accord. Après, le procédural, par contre, on s'en sert pour les textures. Ça, enfin, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Substance, c'est full procédural. D'accord. C'est l'avantage énorme de ce truc-là, c'est que, voilà, quand on parle des vieux jeux qui ont dû faire tous des remasters, les mecs qui sont à l'époque ils texturaient dans Photoshop, donc voilà, c'était une autre époque. Mais quand on leur a dit, les gars, maintenant que vous devez faire un jeu en HD qui tourne en 1080p, etc.,
Ça va pas être possible avec voilà, Photoshop. du coup, les mecs ont refait toutes les textures à la main. Et bon, que ce soit dans Photoshop ou peu importe, mais là maintenant en fait il n'y a plus cette considération là, puisque c'est du procédural. Si je dois recalculer une map en 8K, j'ouvre le logiciel, je lui dis tu m'exportes la map en 8K et puis Et c'est c'est transparent quoi. En 3 minutes, Donc, c'est fait, quoi. oui, c'est ça. Grosso En merdo. grosso Ouais. merdo, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors du coup, question de noob aussi, parce qu'on est là pour ça. Procédural, donc est-ce que y a encore du développé UV? Bien sûr. On y Évidemment. vient. Mais par contre, c'est beaucoup plus. C'est beau. Ça s'est quand même vachement amélioré Ouais. par rapport à avant, mais ça reste toujours une tannée. Faut pas se mentir. C'est pour Parce ça. qu'en fait, si les mecs qui font les IA là, pour développer le concept art pouvaient passer un petit peu de temps à nous À produire faire des outils de un- rotopo ou d'UV, on dirait Ça pas non. serait hein. bien. Ouais, D'accord. non, c'est toujours le cas, ouais, les développés UV. Après, ça Ok. dépend toujours pareil, ça dépend toujours de la prod, il y a toujours. C'est toujours un truc qui est lié au jeu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce que tu vas faire dans ton jeu, si tu fais des objets customisables, par exemple un personnage où tu peux changer une veste, son pantalon, voilà, peu importe. Du coup, ça va être des packs d'UV qui vont être... des packs de textures qui vont être séparés. Mhm. Et donc, du coup, il y aura moins de considération d'optimisation d'UV, en mode il faut absolument qu'il y ait 0 espace dans le truc. Mais quand on fait des full personnages en UV, on essaye de serrer au maximum tous les trucs, enfin tous les shells d'UV pour. Ah ouais, parce que ça, dans l'optimisation du jeu, il faut que ton UV soit le plus... Plus tes éléments sont serrés, et plus ta texture est définie en fait. Puisque on parle d'un carré. Ouais. Si ton élément est serré, tu peux le mettre un tout petit peu plus gros. Plus c'est gros, et mieux c'est défini. Ah punaise. Ah oui, Ouais. d'accord, la logique. Non mais désolé, moi je suis un nouveau en UV. Hein. Bon, Ah, t'es non, peut-être mais nouveau en jeu, mais voilà, ouais. Ouais, Ah, mais oui, Après, oui, après d'accord. le packing UV, maintenant, c'est ça qui a énormément progressé. Ça se fait quasiment tout seul. Maintenant, on essaye quand même il y a toujours une toute petite passe à la fin pour faire en sorte que ce soit quand même un peu plus propre. Mais quand même, ça fait quand même gagner énormément de temps par rapport à avant. L'enfer. Moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Vraiment, les épillages d'UV à l'époque. il y a Je sais 10 pas, ans, moi 15 ans, j'ai toujours. Je le Oui, il y vois avait comme deux un, teams, tu sais, hein. comme un petit truc de vieux, en mode Ouais. mon petit Ton puzzle du dimanche. origami, Ouais, 3D, c'est ça. C'est ça. Ah, tiens, voilà. C'est comme la rotopo, quoi. C'est un petit peu un puzzle. Donc quand tu seras à la retraite, on pourra te filer nos UV. Ouais, pas D'accord, ok, de pas problème, souci, ça passe marche. bien le temps. Au lieu de faire des maquettes. T'aimes bien moi, je plier fais le du- linge à la maison Le déplier. Ah, le ouais, déplier, oui. le déplier, c'est mon. Ah, ça, j'ai pas de problème non plus avec ça, bizarrement. Bon. Est-ce que tu vois d'autres questions Non, je crois qu'on a pas mal fait le pour tour, là. l'instant. Alors, moi, j'ai une petite nouveauté dans ce CGI que j'aimerais bien implémenter. C'est pour justement terminer un petit peu l'émission, c'est les mots de la fin. J'ai appelé ça comme ça. Et puis c'est un petit peu en hommage, même s'il est pas mort le pauvre, à quelqu'un que j'aime beaucoup, à Thierry Ardisson. Ah oui, non, et il est ses pas mort. non. émissions. Donc non, il est pas mort. Non, je l'espère. Mais voilà. Alors c'est un peu le moment Thierry Ardisson. Je vais te poser des mots. Il commence à transpirer. Si vous aviez l'image, il a très peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oui, c'était une surprise. Non, t'inquiète, il n'y a aucune question piège. C'est juste que je vais te Oui, dire parce des mots. qu'Ardisson, il est connu aussi pour... Oui. c'est ça aussi. Alors, est-ce que déplier des UV, c'est trompé? Non, c'est pas ça. Non, je vais te dire des mots ou des petits morceaux, voilà, un mot, 2 mots, 3 mots, et tu vas me dire un petit peu ce que t'en penses. Alors, ta réponse en 2 mots, ou en 3 phrases, ou en 10 minutes. Voilà, après, c'est libre. Ok. Voilà. Je t'envoie ça. Alors, c'est parti. Premier mot, Autodesk. Qui en dit long. Qu'est-ce que je dis? C'est un peu comme ta meuf, tu sais, t'es là, tu dis, putain, si je dis un truc trop vite, c'est bizarre. Non, mais c'est... Oui, non. Disons qu'on n'en serait pas où on en est s'il n'y avait pas eu Autodesk, clairement. Que ce soit dans le jeu, voilà. Mais du coup, dans le bon sens, dans le mauvais sens, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'ils font des super softs, mais des fois, ils sont un petit peu... Voilà. Quand on voit l'ascension que t'es en train de prendre des softs comme Blender,
Non, on n'a pas parlé de Blender, ouais. Ouais. C'est juste fou, quoi. Et du coup, quand on se dit Maya 2017, 2018, 2019, machin, quand on regarde en fait les nouvelles features vraiment qui nous concernent, bon, heureusement qu'ils les mettent en vert fluo, quoi, parce que c'est vrai. C'est un peu la tristesse, quoi. On sait justement à l'heure actuelle que ils sont dédiés à tous les studios de jeux sont quand même historiquement attachés à Autodesk, et les viewports sont toujours pas en temps réel, quoi. Moi, j'ai toujours mes persos en tout gris, sans light, sans rien dans mes viewports. C'est la tristesse absolue. Et je comprends pas que même ce genre de truc en fait soit pas d'actualité, en fait. Ça marche. Si je te dis intelligence artificielle. Ah oui, tiens. Ouais, c'est un outil. Moi, en fait, j'ai pas. Je vois toujours ce genre de nouveauté comme un nouvel outil, en fait. Ça permet de. C'est comme à l'époque où les texture artistes ont vu arriver Substance, pour le coup. Ils ont crié au scandale, etc. Mais en fait, finalement, c'est tous devenus des artistes Substance qui créent des textures. Juste leur métier a évolué. Ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et l'intelligence artificielle, en fait, faut le voir vraiment comme un truc qui permet, quand on parlait justement des métiers qui permettent, enfin, des jeux qui sortent complètement buggés, c'est toujours une question de temps. Si les gens ont un peu plus de temps pour faire un peu mieux le taf au niveau artistique ou autre chose, et qui peuvent déléguer tout ce qui est un peu redondant à une IA, voilà, faut pas en avoir peur. Le AAA, ils ont vu au niveau character modeling, on a vu arriver le scan. Pareil, ça fait peur. Et en fait, finalement, scan, et puis finalement, en fait, c'est un outil. C'est toujours un outil. En fait, faut juste dire, ça fait évoluer nos métiers. C'est différent, quoi. Si je te dis crush. Crunch, pardon, oui. Ah pardon, oui, crunch. parce que Crush, je sais pas, qu'est-ce qui nous arrive? Il a envie de Si je te dis Tinder. Non, crunch, pardon. Doc essaie de faire passer des messages. C'est ça. Je suis surpris, vraiment. CGY, ok. Bon, ça a changé, hein. C'est la nouvelle formule. En 2023, on fait n'importe quoi. Non, crunch, pardon, excuse-moi. Écoute, c'est quelque chose qui est historiquement rattaché à la prod, hein, mais c'est en train de changer. Moi, j'ai jamais été trop contre le crunch. C'est pas un truc qui me dérange à partir du moment où c'est pas un truc qui va te bouffer ta vie pendant des mois et des mois. Voilà, c'est ça, en fait, c'est toujours une question de dosage, quoi. Mais j'ai passé des super soirées à Ubisoft quand on finissait à 1h du mat'. C'est sûr que quand tu te dis comme ça, c'est pas fou, mais quand même, quand tu te retrouves dans une ambiance un peu où t'as le studio qui est presque vide et vous êtes juste en équipe, la boîte vous paye des... Enfin, il y a un truc qui est différent. Après, effectivement, si c'est un truc qui c'est une habitude qui vient se mettre à chaque grosse gate du jeu, là, ça devient problématique. Ouais. Parce que du coup, là, c'est toxique, tu vois plus ta famille, etc. Honnêtement, si c'est un truc qui vient dans la dernière ligne droite du jeu et qu'on te dit, bon, t'as 2-3... Moi, c'est plus 2-3 semaines condensé, le max que j'ai fait, et c'est étalé sur 2 mois, on va dire, où de temps en temps t'as une petite fulgurance, on te dire, oh putain, d'un coup tu te dis, ouais, ça y est, j'ai enfin réussi à être à jour, et d'un coup t'as une montagne de taf qui t'arrive sur la tête. Bon, tu te dis, bon, là, en fait, derrière, si j'arrive pas à le livrer dans les temps, les rigueurs, les animateurs, etc., on va pouvoir passer dessus. Donc forcément, ça met un petit coup de pression. Mais en fait, je pense que ça peut être fait de façon intelligente. C'est à mon sens pas un truc forcément négatif. C'est juste qu'il faut que ce soit fait avec bienveillance et que ce soit pas genre juste si t'as pas fait ton taf, tu vas te faire défoncer. Voilà, c'est. En fait, oui, parce que ce que tu parlais de plusieurs gates, contrairement au cinéma, il y a vraiment plein d'étapes dans le jeu. Tu peux vite tomber là-dedans et te dire. C'est ça. Ah bah là, en fait, il y a ça qu'il faut qu'on y puis ça, puis ça. Il y a plein d'étapes de validation. Il y a des grosses étapes de validation, et puis au milieu, t'as les salons, et puis t'as les rendez-vous journalistiques, etc. Et en fait. J'ai été sur des prods où on te demandait de fournir une démo en pleine prod. On te dit là on va brancher. Donc en fait on fait une espèce de branche secondaire au moteur. Ouais. Donc on arrête un petit peu et on fait une démo pour le 3, quoi.
Et donc, du coup, ben, Gros salon américain. Oui, gros salon. Enfin, à l'heure où on a fait parce que c'était le plus gros salon, voilà, où tu avais les grosses annonces, tout le parc de jeux vidéo, enfin, de journalistes jeux vidéo du monde. Voilà, c'était le gros truc. Et du coup, voilà, quand tu fais des crunchs pour ce genre de truc, c'est un peu moins acceptable en fait que de faire du crunch pour ta prod quand voilà, tu te dis bon ben si on fait ça peut rentrer et ça peut être cool. Après voilà, il faut se dire que c'est toujours une question de dosage. C'est aussi aux boîtes de lâcher un peu plus de thunes pour que les gens aient un peu plus de temps pour faire les jeux. Travailler confort. Voilà, c'est un équilibre à trouver en fait. Il faut pas que ce soit non plus moi je suis pas complètement contre le crunch à partir du moment où c'est fait dans les bonnes conditions, puis c'est des heures sup, c'est payé, on n'est pas c'est pas comme si on partait à minuit du studio et que derrière on n'était pas payé quoi. c'est fait, voilà. C'est pas de l'esclavagisme. Voilà, c'est pas de l'esclavagisme. Quand c'est fait comme ça, c'est bien. Parce qu'on sait qu'il y en a qui le font pas comme ça, justement. Voilà, non mais c'est ça, c'est qu'en fait il faut que ce soit carré. C'est ça que je veux te dire, c'est que tu peux pas. Voilà, je sais qu'il y a eu il y a partout. C'est en fait le management toxique où t'as un petit coup de pression sous-entendu de ton N+1 et là du coup, ça c'est sale en fait. Tu te dis bon mais en fait le mec est en train de me dire si on n'a pas ça, c'est de ma faute. Ouais. C'est de ma faute et puis il va bien, voilà, il te le fait bien sentir. Là du coup les heures sup sont pas forcément ouvertes. Enfin ça se fait un petit peu en scred, et c'est là où il peut y avoir des dérives. Je trouve que ça a changé en fait. Vraiment, avec tout ce qui se passe, avec tous les tollés qu'il y a eu justement au niveau du crunch, des abus, grâce aux abus, finalement. En fait, c'est voilà, faut le voir, et ça a changé. Honnêtement, t'as quand même sur les 3 dernières années là, tu sens qu'il y a quand même une considération du bien-être par rapport à ça des employés qui est juste folle. Après Ubisoft, ça a toujours été quand même en tout cas Ubisoft Montpellier, j'entends. Quand je dis Ubisoft, faut toujours se dire Ubisoft Montpellier, parce que voilà, quand on est là, à l'heure actuelle, on est 22 000. Une soixantaine de boîtes. Voilà, et quand je suis rentré, je crois qu'on était quand même 10 000. Donc voilà, je pense que chaque studio a sa politique, mais en tout cas à Montpellier, il y a toujours eu quand même, depuis que j'y suis, ils ont toujours été plutôt cool là-dessus. Quand on fait des heures sup, c'est des heures sup payées. Du crunch bienveillant, quoi. Voilà, c'est toujours, voilà. Par contre, effectivement, il y a eu des histoires de crunch à une autre époque, qui était, voilà. Ok. Qui était abusif. Si je te dis Montréal, on parlait de Montpellier, tout ça. Eh bien, Montréal, c'est le plus gros studio Ubi du monde. Ils sont énormes. C'est ce qui a fait qu'Ubi est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils produisent des grosses prods qui sont franchement de qualité. Enfin, il y a pas de souci. Après, je connais pas trop le studio. J'y suis juste allé une fois, donc on peut pas dire. Mais les mecs sont quand même méga talentueux. Voilà. Après, c'est peut-être un peu trop gros pour moi, honnêtement, parce que du coup, j'aime bien quand même avoir justement ce qu'on disait tout à l'heure, avoir quand même un petit peu de repères sur mon perso, savoir au niveau de l'ownership, pas me dire que je vais faire la chaussette droite du personnage au fond de la scène, etc. Ce qui est un peu le cas en fait dans certaines prods à Montréal, pas toutes, mais voilà. Donc Montréal, Toronto, enfin des gros studios qui font des très très gros jeux. Bon bah tu égrènes un petit peu la responsabilité des choses, et moi je suis plus dans un équilibre entre les deux, quoi. Oui, parce que pour donner une idée, Montpellier, on est à peu près pas loin de 500, mais sur plein de projets différents. Ouais. Et notre équipe à nous est plutôt dans le 80-90, il y en a une autre qui est plutôt à 200, il y en a d'autres qui sont à 20, enfin, selon évidemment en plus à quelle étape où ça en est, quoi. Mais on n'est pas sur des projets à 500 personnes pendant 6 ans. Puis, alors maintenant, Rockstar, les prods, c'est plus de 2000. 2000 quand tu parles de Rockstar, c'est vrai. Rockstar, oui, quand tu prends tout le monde sur les 6 ans étalés. En fait, il faut prendre pic de production, ouais, ça monte fort. Non, je pensais pas à ce point-là, quand même. Et Ubisoft, les grosses prods, oui, à Montréal, si je dis pas de conneries, c'est 1000. Hein, ouais. Ah putain, 1000 personnes. Aux dernières nouvelles, c'était ça, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. D'accord. Ouais. Petit dernier. Et un petit dernier, on termine là-dessus. Réalité virtuelle et métaverse. Réalité virtuelle et métaverse. Oh, ouais. Alors métaverse, je vais pas pouvoir en dire grand-chose. Hein. Honnêtement, j'ai suivi ça de loin comme tout le monde en fait, parce que je pense que ce truc a bidonné complet. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment testé ce truc-là, mais
Réalité virtuelle, c'est ça, c'est un accessoire en fait. Enfin, pour moi, je crois pas trop. Je crois pas trop que ça aura vraiment une autre évolution que ça a maintenant. Ça sera peut-être un peu moins cher, ça sera peut-être ça permettra en fait d'avoir des expériences qui sont cool. Honnêtement, la VR, moi j'ai fait un jeu VR à Ubi. Ah ouais. Ouais. Qui était Junkies, ouais. Space Junkies. Ouais, c'était un super jeu, mais en vrai, le parc installé est minuscule, donc du coup, ça restera un truc qui fournit des expériences plus que des jeux vidéo en soi. Ça, quand même, vraiment, c'est un truc qui permet de vivre des choses. Moi, j'ai testé le Half-Life en VR, qui est juste incroyable. Il est incroyable. Ouais, il est incroyable. Vraiment, c'est un truc, tu peux pas vivre ça dans un FPS classique, parce que en fait il joue, et c'est là l'intelligence des designers, hein, c'est qu'ils jouent sur le stress que tu vas avoir, et donc du coup comme tu as des manipulations à faire pour recharger, pour viser, etc., il y a vraiment un truc où tu te retrouves seul dans un couloir avec une petite un petit crabe là, qui saute dans tous les sens, et tu le shootes, mais enfin, t'es un vrai Stormtrooper, tu le touches pas une seule fois. La première fois que ça t'arrive, c'est horrible. En vrai, le stress, tu vois qu'il y a un truc que tu ne peux pas vivre avec une souris, où tu as quand même un certain contrôle, et puis l'écran qui fait un cadre et qui te donne une... Là, il n'y a pas de... Là, tu es dans un casque, tu te tournes, c'est toujours le jeu, et du coup, c'est autre chose. Je trouve que c'est vraiment, en termes d'immersion, c'est juste incroyable. Malheureusement, déjà ça se coupe de tout. Là où ça pourrait être cool, c'est le côté social, parce que du coup voilà, mais sauf qu'en fait, comme on a un casque, on est isolé. Donc ça, tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème-là, et je pense pas qu'ils puissent le résoudre, parce que de fait, c'est un peu le principe même du truc. Du coup, en fait, c'est difficile de vendre un truc où on te dit, à côté de ta console, tu vas avoir aussi un casque et tu vas peut-être pouvoir jouer avec tes potes, mais en fait, quand tu vas jouer avec tes potes, tu seras seul. Du coup, tu te dis, finalement, peut-être que je vais jouer à un jeu de société ou à un Mario Party ou à un machin. Et avec le métavers, tout le monde aura son casque et en avant, Ready Player One. Voilà, le truc, c'est que tant qu'on ne sera pas dans un truc... Tant que notre quotidien ne sera pas aussi pourri que celui de Ready Player One, je suis pas sûr que le métavers, c'est un avis. Vraiment, pour le coup... Par contre, la réalité augmentée, s'ils arrivent à faire quelque chose, là, on pourrait réfléchir à des trucs qui soient cool, puisque du coup, on est plus sur... En fait, c'est vraiment... Moi, je le réfléchis comme un jouet, la VR, et la réalité augmentée, ça serait exactement la même chose. En fait, c'est un accessoire, vraiment. C'est une nouvelle manette, quoi. Enfin, c'est une espèce de truc qui permet d'avoir des expériences nouvelles, mais ça remplace... Enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, tu te mets dans un casque, t'as chaud, t'as mal aux yeux, c'est lourd, enfin... C'est pas non plus parfait, quoi. Si t'as des lunettes, c'est chiant. Voilà, après moi j'ai pas de lunettes, mais c'est vrai que c'est voilà, que je le rajoute, parce que tu diras pas. Non mais c'est voilà, après c'est un domaine c'est un domaine qui est incroyable, mais je pense que c'est plus fun à découvrir, et effectivement c'est plus dans des salons, des trucs dédiés, qu'un truc un peu comme la 3D au Cinoche, hein. C'est un truc qui est plus de l'ordre par l'attraction, je trouve. Ouais, mais j'ai plus été bluffé par un on en parle après. Autour de bière. J'ai quand même été plus bluffé la première fois que j'ai mis un casque VR sur la tête, que la première fois que j'ai mis des lunettes 3D pour voir Avatar, quoi. Oui, pareil. Parce qu'en même temps, mais les lunettes 3D, c'est un truc que t'as déjà découvert dans les Kellogg's avec les lunettes bleues et rouges aussi. Il y a moins de surprises, quoi. C'est sûr. On en revient au paquet de céréales. Oui, voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Bon, écoute, merci beaucoup, Anthony. Merci mec, trop bien, franchement trop cool. On va s'arrêter là pour notre émission, et puis par contre on va continuer autour d'une bière avec les Patréobipèdes. Ouais, on va en ouvrir une petite et puis on continue. Donc voilà, donc si vous voulez avoir la suite de la discussion, devenez Patréobipède, j'ai envie de dire, voilà, c'est tout. Mais si cette discussion vous convient, écoutez, c'est parfait, on a déjà fait bien le tour du propriétaire, donc c'est cool. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir invité, c'est cool. Donc n'oubliez pas que si vous voulez interagir avec nous, vous avez tous les réseaux sociaux, les Twitter, machin, tout ça. On n'est pas sur Mastodon encore, je sais pas si on va y être. Oula, putain, oui. Voilà, je sais pas si on va pouetter, mais enfin bon, pour l'instant, voilà, on est sur @CGY Podcast sur la majorité des réseaux sociaux.
Le mail cgypodcast@gmail.com. Et puis, comme d'hab, on est présent un peu partout, puis sur YouTube aussi, puisqu'on met à chaque fois les émissions sur YouTube. Alors après, pour les statistiques, je vous avoue que, et puis vu qu'on est un podcast audio, c'est quand même mieux sur les applis de podcast, les Deezer, Spotify et autres podcasts addicts. Plus écolo aussi. Et plus écolo aussi. Ça évite de consommer de la vidéo pour juste de l'audio. Sachez d'ailleurs que vous pouvez changer. Ouais, non. Oh là là, on il y a s'en moyen de regarder. Si vous écoutez plein de podcasts et tout sur YouTube, etc., c'est important de le savoir. Il y a moyen de couper la vidéo en fait. Il y a des outils qui permettent de couper le flux vidéo pour juste avoir l'audio et éviter de consommer comme des porcs de la bande passante pour rien. Voilà, juste sachez-le, ça existe. Eh ben, merci mon petit Néo. C'était le point écolo. C'était le point CJ écolo. Voilà, donc n'hésitez pas et surtout de répondre la bonne parole autour de vous. Voilà. Et répondez à notre petit sondage. Et le petit sondage. Voilà, merci. Eh ben, merci Anthony. Je vous en prie. Merci encore. Merci Néo. Merci à toi le doc, comme d'hab. Et puis à bientôt pour un nouveau CGY. À très bientôt les bipèdes, let's go. Ciao les bipèdes. Salut.